Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc bienvenue à toi si tu nous rejoins. Aujourd'hui on va parler de la marque Hyundai et plus précisément de la gamme Hyundai N, qui est leur gamme sportive telle que M ou AMG chez BMW ou Mercedes. Et je vous en parle à l'occasion de la sortie et du reveal du nouveau Hyundai Kona N. Allez c'est parti, action! Historiquement, l'apparition de Hyundai N apparaît à peu près en 2016 pour les véhicules de série. Pour faire simple, la branche N chez Hyundai, c'est la branche performance telle que AMG ou M chez Mercedes ou BMW ou comme la gamme RS chez Audi, comme j'ai pu vous le dire en introduction. Mais la question c'est qu'est-ce que signifie le N? Ça peut être le N de Namyang en Corée du Sud, qui est le centre de test de Kia et de Hyundai, puisqu'effectivement Kia et Hyundai font partie du même groupe. Ça peut être une première signification. La deuxième, c'est que le N pourrait représenter l'hippodrome du Nürburgring, où est le centre technique de Hyundai. Également, le N pourrait représenter une chicane, somme toute, un élément où on peut imaginer une voiture sportive arriver très fort et un endroit où on pourrait prendre un plaisir de conduite important. Ainsi, vous choisissez celle qui vous plaît, les trois sont possibles. Sinon, N, la dérivée sportive du coup de Hyundai, apparaît pour la compétition WRC à partir de 2014. Bon, à cette époque-là, le vice-président est Albert Biermann, un ancien de chez BMW Motorsport, qui en 2018 deviendra même le président de la branche N Hyundai. Pour faire simple, Hyundai, ça a commencé d'abord par des concept cars RM14, RM15, RM16 et chaque année une déclinaison de concept car RM. Mais RM, c'est quoi? C'est Reliever Me-Ship. En gros, l'idée c'est de créer des technos qui sont ensuite utilisés dans la gamme N, à la fois de série mais aussi de performance. Donc toute la gamme RM se base quasiment sur le Veloster, qui est un faux coupé proposé par Hyundai depuis à peu près le début des années 2010, qui en fait, pourquoi un faux coupé? Parce qu'il a l'allure d'un coupé, mais seulement avec 4 portes. Le coffre, 2 à l'avant, mais une seule à l'arrière, qui permet de faciliter l'entrée pour les passagers. Cependant, on n'en met pas une de chaque côté, ce qui fait que ça conserve un aspect coupé et non pas berline coupée. Du coup, dans ceux qui ont marqué un petit peu les esprits, je noterai par exemple le RM16 badge N, ça va être le premier concept avec le badge N affiché en gros dessus. Ici, le Veloster accueille un moteur central arrière et en propulsion, contrairement à un moteur avant traction sur le véhicule de série. À l'avant, on va retrouver des boucliers beaucoup plus fins, beaucoup plus affûtés, beaucoup plus acérés, qui rendent un look beaucoup plus agressif à la voiture. Ensuite, on fait un bond dans le temps, on passe à la RM 2019, ou plutôt RM19. Ici, on passe sur un moteur turbo-compressé de 390 chevaux avec une hybridation. Ici, pourquoi c'est intéressant? C'est parce que ça va être la base de développement des véhicules Hyundai engagés après en TCR. Ensuite, on va avoir la RM20E. Et pourquoi je trouve celle-là importante? C'est avec l'arrivée du petit E. Cette voiture inaugure un partenariat impressionnant avec Rimac. Pour ceux qui ne savent pas qui est Rimac, c'est un constructeur de véhicules, plutôt de supercars, qui fait partie du giron Volkswagen et qui a notamment sorti cette voiture-là ou encore cette voiture-ci. Là, du coup, le Veloster électrique cette fois accueille une motorisation de 810 chevaux et 960 Nm pour le couple. Ici, on va avoir un gros kit aéro bien badass et également des gros freins qui permettent de freiner la voiture de manière plus brutale, ce qui est nécessaire au vu des performances puisqu'on peut noter un 0 à 100 en moins de 3 secondes ou encore un 0 à 200 en environ 9,88 secondes. Autre concept car, cette fois autre que la catégorie Reliever Me-Ship, il va s'agir du Vision GT. Bon, pour faire simple, toutes les visions GT de différents constructeurs, c'est la vision Gran Turismo. Donc c'est des concept cars pensés pour le jeu Gran Turismo qu'on peut retrouver sur PlayStation et qui pour beaucoup a d'ailleurs été un vecteur de passion pour la voiture. Ici, cette voiture est équipée d'une pile à combustible, donc c'est-à-dire qu'elle fonctionne avec de l'hydrogène, et on est environ sur un moteur de 884 chevaux. Là encore, on va avoir une aéro ultra travaillée avec des perfs potentiellement énormes. Cependant, ça reste un concept car, jamais produit en série. Donc, en termes de performance, on n'ira pas vérifier par nous-mêmes. Par contre, je vous invite à retrouver cette voiture dans le jeu Gran Turismo.
Bon, une fois qu'on a passé les concept cars, je vous ai dit que la division N chez Hyundai a d'abord commencé par le rallye, ou plutôt la compétition. J'ai préféré me centrer sur le rallye parce qu'on voit l'évolution petit à petit des voitures depuis 2014. Depuis 2014, c'est donc la i20 qui participe en WRC avec sa déclinaison coupée. Et du coup, pour faire une petite comparaison sur qu'est-ce qu'un stage de dopamine chez N, je vous fais un petit comparatif entre la Hyundai i20 coupée de série, c'est-à-dire avec un 3 cylindres, 1 litre, TGDI, donc turbo compressé, avec 120 chevaux, 172 Nm et une boîte de vitesse manuelle 6 rapports. Sur la version WRC qui est directement issue de cette voiture-là, on va retrouver un 1,6 litre 4 cylindres, cette fois-ci turbo compressé de 380 chevaux et 450 Nm de couple. D'ailleurs, est-ce que vous vous rappelez que je vous ai parlé tout à l'heure du RM19 qui était équipé d'un moteur de 390 chevaux? Et bien en fait, ce moteur-là, le 1,6 litre turbo, en fait est directement dérivé de ce concept car. Donc là, en l'occurrence, sur le modèle que je vous parle, c'est la version 2020 de la i20 coupée WRC. Je vous ai dit que la version de série est équipée d'une boîte manuelle 6 rapports, la version de compétition, elle, une boîte séquentielle à 6 rapports avec palette au volant et évidemment un autre levier en cas où le pilote préfère. En termes de suspension, une voiture classique de série, c'est du pseudo McPherson. Je vous laisse checker sur internet si vous n'avez aucune idée de ce qu'est le pseudo McPherson. Donc ici, bien évidemment, on n'a aucun moyen de réglage hormis le parallélisme, évidemment. Et on va avoir un essieu arrière semi-rigide. Pareil, je vous laisse aller sur internet, il y a beaucoup de tutos qui expliquent comment cela fonctionne. Si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à me demander dans la partie commentaires, je me ferai un plaisir de vous répondre. Par contre, sur la version compétition, on va pas être sur du pseudo McPherson, mais sur du McPherson avec amortisseur ajustable. Donc on va avoir la détente, la compression, un tas de possibilités en termes de réglage, et ça va être du McPherson aussi bien à l'avant qu'à l'arrière. En termes de frein, une voiture standard, c'est 2 freins à disque à l'avant, potentiellement sur ce genre de gamme comme la i20, peut-être des tambours à l'arrière. En l'occurrence ici, ça va être 4 disques sur les 4 roues, enfin un disque par roue, donc 4 disques sur les i20 de série. Et par contre sur la i20 WRC, on garde des gros disques, mais par contre, ils vont être ventilés. De la marque Brembo, on va être en 355 mm pour la gamme asphalte, parce qu'il y a plusieurs configurations sur la i20 WRC. On va être sur du 300 mm sur du gravier, il y a un peu moins de besoin de gros freins, donc ça permet de perdre un peu en poids. Et on va avoir des étriers de frein à 4 pistons refroidis par air, ce qui est beaucoup plus gros que la série. En termes de pneus, on va avoir des pneus Michelin homologués route sur la classique, des pneus compétition pour la compétition, ce qui est somme toute assez basique. Et sur la compétition, on va retrouver un arceau, des sièges baquets, un tableau de port magnétique Marelli, contrairement à la voiture d'origine avec la banquette arrière, les sièges avant, volant, etc., etc. Autre point que la i20 WRC apporte, c'est un gros kit aéro étudié par Hyundai Motorsport, qui est l'écurie en fait engagée en WRC, qui va avoir étudié tout ça en soufflerie. Et après, sur la transmission, tout à l'heure je vous ai dit qu'elle était manuelle à 6 vitesses. Bon, sur la version de série, c'est une traction. Par contre, sur la WRC, on va avoir l'arrivée de la version en traction intégrale, c'est-à-dire en 4 roues motrices, et avec un différentiel mécanique avant-arrière. En termes de poids, malgré une augmentation coriace de la taille du moteur et de sa puissance, ainsi que l'apport de beaucoup d'éléments de sécurité, on va avoir une hausse de poids assez légère. On va venir à 1 tonne 145 pour la série contre 1 tonne 200 pour la version compétition. Mais pourquoi faire des voitures de rallye après avoir fait des concept cars? Logiquement, il faudrait avoir la version de route. En effet, pour homologuer un véhicule en rallye, il faut en produire un minimum en série, ce qui est le cas chez Hyundai. Bon, ça n'a pas commencé tout à fait de cette manière-là pour les ventes en Europe, même aux USA. Tout d'abord, Hyundai est arrivé avec sa division N sur un dopage de la version i30. Que ce soit sur la version compacte, c'est-à-dire berline, somme toute assez classique, type une compacte comme la Mégane ou la 308, mais aussi sur la version fastback qui était une sorte de berline à haillons, un peu comme la CLA ou la série 2 Grand Coupé. Bon, ici je vais vous parler surtout des phases 1 dans un premier temps,
Donc elles avaient un 4 cylindres de 275 chevaux turbo compressé. Donc toujours un moteur qui avait été pensé sur un des premiers concept cars RM. Et on va avoir environ 353 Nm de couple, il me semble. Et par contre, on a un mode overboost qui porte la puissance et le couple de manière un petit peu plus élevée. Le couple, on atteint 379 Nm de couple. Quant à la boîte de vitesse, on n'a pas de possibilité de choix. C'est une boîte 6 vitesses mécanique qui font de cette voiture un tractoy, une pocket rocket, comme disent les Anglais. Et tout ça attiré par les seules roues avant, donc en traction, donc comme la Golf GTI, etc. En termes de prix, on va être aux alentours de 34 800 euros. Si je peux vous donner d'autres infos, c'est par exemple que le réservoir fait 50 litres ou qu'on est à une tonne, aux alentours d'une tonne 5. Ensuite, à l'intérieur, on va avoir un volant avec quelques équipements spécifiques, comme par exemple les deux touches en bas qui sont spécifiques à la version N, donc des grosses touches bleues. On va avoir des petits liserés rouges par-ci par-là. Et à l'extérieur, on va retrouver double sortie d'échappement à l'arrière, qui sont plutôt sympas, je trouve, et qui font un bruit assez sympa. On va retrouver quelques éléments aussi de carrosserie spécifiques, comme le béquet avec le troisième feu stop un peu type compétition, comme c'était le triangle anti-brouillard sur les Formule 1. On va retrouver des jupes latérales assez proéminentes, un petit peu modifiées. On va retrouver une lame avant, des gros freins et des étriers rouges. En termes de performance, si on devait retenir des chiffres, par exemple, on pourrait retenir le 0 à 100 en 6,1 secondes. Après, sur un aspect un peu moins sympa, on pourrait presque parler des rejets de CO2 qui sont de l'ordre de 163 grammes par kilomètre, ce qui commence à être un petit peu élevé, ce qui fait que, justement, on en reviendra après, la phase 2 est un petit peu en péril. Pour reparler de la fastback, qui est pour moi la version la plus jolie parce que la plus atypique, il va falloir compter 1000 euros de plus. Tout à l'heure, je vous parlais du CO2 et du coup des problèmes avec la phase 2. En fait, c'est que récemment, c'est-à-dire en 2020, il me semble, il y a eu un restylage et qui a supprimé la version N sur la fastback. On va avoir un design beaucoup plus agressif, notamment l'avant qui est beaucoup plus anguleux, qui est vraiment beaucoup plus sympa, je trouve. Cette fois-ci, on va même avoir la possibilité de choisir avec la boîte de vitesse 8 à double embrayage, avec 5 chevaux de plus par rapport à la phase 1, donc on va atteindre les 280 chevaux et on va gagner 39 Nm de couple pour presque atteindre les 400 Nm de couple. Cette version, malheureusement, pour l'instant, n'est pas commercialisée en France en raison des émissions de CO2 qui ont légèrement augmenté avec les nouveaux cycles d'homologation et qui du coup font de cette voiture un truc invendable, tout simplement à cause du malus. C'est ce qu'on remarque aussi par exemple avec la 308 GTI telle quelle qui a été retirée, qui semble pas être renouvelée. Peut-être on aura une version hybride, mais sur ce segment-là de voitures, c'est des espèces en voie de disparition. D'ailleurs, en parlant de ce segment, on va retrouver encore la Golf GTI, la Leon Cupra ou encore la Mégane RS, mais vraiment, les concurrents se font de plus en plus rares. Ensuite, il y a eu aussi le Veloster N. Bon, je vous ai parlé du Veloster sur les versions RM, mais il y avait une version standard, entre guillemets, de série qui cependant n'a pas été commercialisée en Europe, uniquement aux États-Unis sur cette deuxième génération. Pourtant, la première l'était en France, mais encore une fois, à cause des émissions, il ne peut plus être commercialisé. Bon, en termes de technique, j'ai pas grand chose à vous dire, parce qu'en fait, elle reprend exactement la même recette que la i30. Cependant, on va retrouver le côté coupé, mais c'est absolument tout ce qu'on peut garder de la voiture, puisque de toute façon, c'est vraiment comme si c'était la i30 dans une nouvelle déclinaison, entre guillemets, plus coupée. Ensuite, il y a un modèle qui est sorti plus récemment, et celui-là, c'est peut-être celui qui va nous intéresser le plus en tant que passionné, puisqu'elle va rentrer dans le segment des citadines, pocket rocket, bombinettes, peut-être même GTI pour les plus puristes qui pensent que c'est encore plus ces voitures-là qui sont proches de la GTI originelle, et qui est une des rares survivantes, la i20 N, sur ce segment. On reviendra d'ailleurs sur ce segment après en abordant l'idée du prix. Si je dois faire simple, un résumé succinct, traction, 4 cylindres, 204 chevaux, 275 Nm, boîte mécanique 6 vitesses et 0 à 100, 6,7 secondes. Si maintenant on rentre un peu plus dans le détail, en termes esthétiques, on va retrouver un kit carrosserie un petit peu plus exagéré qui accentue encore plus le côté anguleux de cette nouvelle i20, donc la nouvelle génération, et qui va arborer une sorte de damier sur la calandre, un petit peu à l'image du nouveau Tucson, et des grosses jantes en 18 pouces. Niveau châssis, on va avoir des suspensions abaissées de 10 mm,
une nouvelle direction qui va entraîner des pneus en 215-40 R18 du coup, qui sont de chez Pirelli en monde d'origine, c'est des P0 et qui sont spécifiquement conçus pour cette voiture. En plus, par rapport à la version de série, on va avoir un léger allègement et on va arriver aux alentours des 1 tonne 190, sachant qu'il ne faut pas qu'elle aille beaucoup au-dessus puisque, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la version rallye ne doit pas dépasser les 1200 kg pour intégrer le double VRC. À l'intérieur, on va retrouver un petit peu le même esprit pour le volant que la i30 ou encore la Veloster N. Cette fois-ci, on va juste retrouver un bouton supplémentaire, c'est le démarrage avec un bouton rouge, un peu type Ferrari ou encore Alfa Romeo, ce qui pour moi est vraiment un signe très sympathique. En effet, comme la i30, on va retrouver des petites touches bleues qui sont les couleurs en fait de la branche N chez Hyundai. On va retrouver un pédalier alu, des écrans derrière le volant, mais aussi sur la console centrale. Ici, à part la configuration des modes de conduite, je pense pas qu'il y ait beaucoup de choses qui changent. Peut-être un design sur la version performance, enfin le mode de conduite sport, qui sera un petit peu plus agressif, un petit peu plus stylé entre guillemets que sur la version i20 de série, mais je pense pas que ça change beaucoup. En termes de prix, on est aux alentours de 25 000 €, ce qui la pose directement en concurrence face à la Polo GTI, elle aussi traction, la Fiesta ST, elle aussi une traction, on va être exactement sur la même gamme de performance et de puissance, puisqu'on est aux alentours de 200 chevaux en série, et on pourrait aussi parler en concurrente de la Mini JCW, qui est un tout petit peu plus puissante, ou encore de la Yaris GR, qui elle va être en 4 roues motrices. Mais ces derniers temps, Hyundai N ne se limite pas à la sortie de simples modèles comme ça. Après la i30, le Veloster et la i20 tout récemment, il y a eu un nouveau modèle qui a été présenté encore plus récemment. Il s'agit du Hyundai Kona N. Là, ça ne blague plus du tout pour le Kona, puisqu'il va adopter la motorisation 2 litres TGDI de 280 chevaux et 400 Nm de couple, comme la i30 de deuxième génération. Ici, on va voir la boîte 8 vitesses à double embrayage avec une VMAX à 240 km/h. 0 à 100, on compte sur du 5,5 secondes en utilisant la version, enfin le mode plutôt, Launch Control. Et là, pareil, la même recette que pour les autres, on va avoir le logo Hyundai peint en noir, une grosse calandre, un kit carrosserie bien énervé avec lame avant, diffuseur, jantes 19 pouces, béquet à l'arrière avec le petit triangle en troisième feu stop à la manière de la i30. Et effectivement, si on regarde de profil et un petit peu de 3/4 avant, j'ai l'impression que l'avant est plus ajouré sur ce Kona, sachant que pour ceux qui ne le savent pas, c'est la phase restylée du Kona et pas la phase 1 que moi j'aimais personnellement pas trop. En termes d'intérieur, en fait, on prend un Hyundai Kona de série auquel on adjoint les équipements qu'on peut retrouver notamment sur la i20N, c'est-à-dire le bouton démarrage sur le volant, les petits boutons bleus qui sont la performance, et après l'écran central, lui, va être un petit peu spécifique, il me semble, au niveau des menus, puisqu'on risque de retrouver un potentiel menu de personnalisation des modes de conduite, c'est-à-dire le moteur, la boîte, la direction, etc. De tout pouvoir passer en confort, sport, sport plus, j'imagine, ou quelque chose comme ça. Et on retrouve aussi un instrument, un combiné d'instrumentation totalement numérique. Ici, on va être un petit peu plus cher que la i30, on va être à 37 750 €. Mais à titre de comparaison, ces concurrents directs qui sont le SQ2 ou le T-Roc R sont plus de 10 000 € plus chers. Sur le T-Roc par exemple, le T-Roc R qui est à peu près de la même puissance, un tout petit peu plus performant, mais ça se joue vraiment à peu, on va être à 12 000 € de plus en prix d'entrée, ce qui je trouve beaucoup quand même pour des véhicules somme toute assez similaires. Malheureusement pour l'instant je ne sais pas s'il sera commercialisé en France pour la même raison en fait que la i30N, en raison du malus. Et pour ça, je vous tiendrai au courant. Rien de mieux pour ça d'ailleurs que vous me suivre sur Instagram. D'ailleurs, vous retrouvez le lien dans la description. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Rendez-vous dimanche prochain pour une prochaine vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Si vous avez des idées pour la prochaine, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Et on se retrouve directement sur mes réseaux sociaux qui sont Instagram et Facebook, directement depuis le lien qui se trouve dans la description. Sur ce, à la prochaine et portez-vous bien.